Aujourd'hui, on va traiter des espaces euclidiens. Donc, c'est le dernier chapitre d'algèbre linéaire qu'on voit en fin d'année. Donc, soit en première année, si vous êtes en sup, également en deuxième année, où du coup, ça va être plus complet. Donc, ce cours sera basé plutôt par rapport aux deuxième années, mais il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes aussi pour les premières années, notamment les premières séries de vidéos. Donc, l'idée, c'est en plusieurs séries de vidéos, donc je sais pas trop combien. Euh, L'idée, c'est de faire à peu près entre 20 et 30 minutes chaque vidéo, et donc de traiter un petit peu tout ce qui tourne autour des espaces euclidiens. Donc, ça fera peut-être une série entre, je sais pas, 10 et 20 vidéos, je sais pas. Voilà. Donc, en ce qui concerne du coup les espaces euclidiens, donc ça demande toutes les notions d'algèbre linéaire au préalable. Donc, tout ce qui est application linéaire, espace vectoriel, matrice d'un homomorphisme, euh, voire même aussi réduction sur la fin de ce chapitre. Donc, je traite en premier lieu de ce chapitre, étant donné que c'est souvent celui qui est un peu le plus mal, enfin qui est un peu le mal digéré en fait par les étudiants de prépa, étant donné que bah, ça rassemble du coup toutes les connaissances d'algèbre, et ça apporte surtout énormément aussi également de nouvelles définitions, notamment sur les endomorphismes orthogonaux ou encore symétriques ou auto-adjoints, etc. Il y a beaucoup de nouvelles définitions, ce qui fait que les élèves ont un peu du mal à retenir, donc c'est pour ça que j'avais envie de partir faire ce chapitre-là dans un premier temps, et l'idée donc c'est de faire à peu près une série de vidéos sur un petit peu voilà, toute l'algèbre au fur et à mesure, on verra comment ça se passe. Donc, sur l'espace euclidien, donc on va désigner E comme un espace vectoriel de dimension finie ou non. Voilà. Alors, nous en l'occurrence, ça sera un espace vectoriel réel, donc un R espace vectoriel. On va préciser, on va évoquer un petit peu le sujet un petit peu juste après. Donc, dans un premier temps, on va rappeler ou plutôt définir ce que c'est un produit scalaire associé. Donc, on va regarder un petit peu tout ce qui se passe autour du produit scalaire et de sa norme associée dans un second temps dans cette vidéo. Donc, la définition d'un produit scalaire, donc c'est quoi? C'est une application qui est définie de E croix E à valeur dans R, qui au couple XY associe le produit scalaire de X par Y. Voilà, donc ici, E, c'est un espace vectoriel, donc ça R espace vectoriel en l'occurrence. Donc, X et Y, c'est deux vecteurs qui peuvent être tout type d'objets, comme des fonctions classées infinies, C0, C2, etc. Ou encore des suites, des matrices, ça peut être aussi des polynômes, des vecteurs tout simplement de la base canonique, etc., etc. Donc ce produit scalaire vérifie quatre propriétés qui sont importantes du coup à vérifier pour montrer que l'application qu'on nous donne, bah, c'est bien un produit scalaire. Dans un premier temps, la bilinéarité, donc qui en fait montre que les applications X qui associent son produit scalaire ou Y qui associe son produit scalaire est bien linéaire. Donc c'est-à-dire l'un en fait est linéaire à droite et l'autre est linéaire à gauche. Voilà, donc ok. Ensuite, il y a la symétrie, donc il y a tout vecteur x, y dans l'espace vectoriel peut permettre d'interchanger en fait le rôle de x et de y et donne le même résultat. La positivité, qui porte seulement sur un vecteur de E, qui associe le produit scalaire avec lui-même, et donc il faut qu'il soit positif, et le caractère défini. Si en fait ce produit scalaire est nul, ça implique si et seulement si que le vecteur est nul. Donc, dans la pratique, en fait, la bilinéarité, donc, qui est le premier point, en fait, on va pas le démontrer de cette façon-là. On va plutôt montrer simplement une seule linéarité, donc soit à gauche ou à droite, au choix. Donc, vous prenez là où vous êtes le plus à l'aise, mais souvent, ça a un peu d'impact. euh, le, la linéarité soit à gauche ou à droite. Et ensuite, l'argument de symétrie permettra de dire qu'en fait, c'est bilinéaire, étant donné que si, par exemple, on utilise la linéarité à gauche, et que c'est symétrique, en fait, c'est forcément aussi linéaire à droite, et donc c'est bilinéaire. Voilà, et donc la linéarité, par exemple, ici à gauche, on prend trois vecteurs x1, x2, y dans E, lambda scalaire quelconque, et on montre que c'est linéaire, tout simplement. Donc, comme on peut le voir, les deux premiers points ici portent sur deux vecteurs, donc x et y, alors que les deux derniers points portent uniquement sur un seul vecteur, ici x.
Voilà. Et donc, il faut, faire attention du coup, ces 2 derniers points, qui sont généralement un peu plus subtils, que les 2 premiers. D'ailleurs, notamment, on va pas tout le temps, démontrer les 2 premiers, enfin de manière écrite très rigoureuse parce qu'en fait, c'est, bah, parfois clairement visuel. Il faut faire attention, ici un produit scalaire, donc ça peut être tout type d'objet, bien sûr à valeur dans R, hein, mais par exemple, on peut avoir typiquement une intégrale généralisée ou encore des séries. Et donc dans ce cas-là, il faudra dans un premier temps, même avant de montrer que ce soit un produit scalaire, parler d'existence de l'objet, donc c'est-à-dire regarder si l'objet converge, etc. Voilà. Et d'ailleurs, pour le caractère défini, alors c'est un si et seulement si, mais dans la pratique, on montrera juste l'implication parce qu'en fait, le sens réciproque est très très évident parce que lorsqu'on le vecteur nul, lorsqu'on le, le substitue dans le produit, dans l'application en question, souvent on a 0 assez facilement. Et juste en termes de notation, on peut avoir différentes notations, telles que bah, du coup, le produit scalaire phi de x, y, donc comme on l'a vu, peut se noter de cette façon. Après, on peut à la place d'une barre avoir une virgule, ou on peut également aussi, ça arrive assez régulièrement, d'avoir une barre avec des parenthèses. Et enfin, c'est assez rare qu'on ait des parenthèses avec une virgule parce qu'en fait on peut confondre ça avec le couple. Typiquement, bah, en fait l'application ici, on définit avec phi entre parenthèses x virgule y et du coup c'est un peu la même chose, donc c'est un petit peu tendancieux étant donné que bah, voilà, on prend en fait en argument de l'application en fait un couple xy. Donc voilà. Donc on va faire quelques exemples. Alors on va pas montrer forcément à chaque fois la totalité des points du produit scalaire, mais on va du coup parler un petit peu de quand même tous les cas dans des cas différents. Alors, le premier produit scalaire, en fait, on va prendre x et y, deux vecteurs colonnes de taille n, qui à xy associe le produit de la transposée de x pardon, avec y. Alors, l'idée déjà, en fait, c'est donc ici, E, c'est l'ensemble des matrices colonnes de taille n. Et donc, normalement, il est censé renvoyer un scalaire. Donc, on a quand même le produit de deux vecteurs, donc il faut bien vérifier qu'ils sont un scalaire. Donc, la transposée de x, par définition, il est dans M1 de n. Et y, par définition, du coup, il est dans Mn de R. Et donc, le produit est bien compatible et il est en fait dans Mn11 de R, c'est-à-dire l'ensemble des réels. Donc en effet, là on a égalité d'ensemble par un peu plus d'isométrie, typiquement comme l'ensemble en fait des matrices colonnes, en fait, c'est isométrique en fait à l'ensemble des vecteurs colonnes de taille n, R puissance n en fait. Donc selon d'ailleurs en fait les énoncés utilisés, ils utiliseront soit cette notation, soit celle-ci, ou des fois même c'est reprécisé voilà, qu'on a une certaine isométrie entre les deux. Donc voilà. Donc parlons de la linéarité dans un premier point. Donc pour voir que c'est vraiment pas le cas le plus difficile à traiter. Donc la linéarité, en fait, on va prendre trois vecteurs, x1, x2 et y dans E, et lambda, un scalaire quelconque. Et on va réaliser le produit scalaire de x1 plus lambda x2, par exemple, fois y. Alors, du coup, on remplace le vecteur x de base par x1 plus lambda x2. Donc, tout ça, c'est la transposée, fois y. Or, en fait, la transposée est linéaire. Donc, en fait, ça fait x1 transposé fois y plus lambda fois x2 transposé fois y. Et donc, c'est littéralement le produit scalaire de x1 par y plus lambda avec le produit scalaire de x2 par y. Donc finalement, le produit scalaire ici est linéaire à gauche. Et donc ici, on va pas regarder du coup la linéarité à droite. Mais on voit qu'en fait, bon, elle serait évidente parce que voilà, on a juste fois y. Donc d'ailleurs, ça aurait été encore limite plus simple de regarder la linéarité à droite parce qu'il n'y aura pas l'argument de la linéarité de la transposée, disons. Mais bon, voilà, ça ne change pas grand-chose. Et donc la symétrie, donc on prend deux vecteurs xy dans Mn de 1. Et en fait, donc, il associe xt transposé du y. Donc ça, en fait, comme on l'a vu, en fait, bah, c'était un scalaire. Voilà, donc les formats sont
ici. Et donc en fait, un scalaire, bah, il est égal à sa transposée. Voilà. Et donc, par propriété de la transposée, le produit en fait s'inverse. Et donc, on a y fois transposée de x de la transposée. Donc, c'est-à-dire, pardon, excuse-moi, j'ai oublié le transposé. Alors, attendez, j'ai oublié la transposée sur y. Hop. Et donc, on a y transposé fois x, c'est-à-dire le produit scalaire de y avec x. Donc, étant donné qu'il est symétrique et linéaire, à gauche, il en découle la bilinéarité. Alors, on peut évoquer la positivité quand même. La positivité, en fait, là, va falloir passer par les coefficients. Donc, parce que le produit scalaire de x avec x, donc avec x vecteur colonne toujours, bien sûr, c'est la transposée de x avec x. Donc, en fait, ici, en fait, on pourrait dire que c'est la norme au carré du produit scalaire sur l'ensemble des matrices colonnes de taille n. En fait, en gros, comme il est isométrique en fait à r puissance n, on peut l'associer au produit scalaire canonique. Et étant donné qu'en fait le produit scalaire de x avec x, en fait, ça permet de définir une norme. Mais on verra ça plus tard, enfin juste un petit peu après. Donc, on va plutôt passer par les coefficients en première manière. Donc, on va noter le vecteur transposé, c'est le vecteur ligne x1 jusqu'à xn. Donc, le vecteur normal, c'est le vecteur colonne. Bien sûr, je note transposé pour gagner un peu plus de place. Et donc, en fait, x1 fois x, c'est quoi? En fait, ça va être le produit d'un vecteur ligne et d'un vecteur colonne, c'est-à-dire, en fait, ça va donner un scalaire qui est en fait la somme de coefficients des deux vecteurs. Or, étant donné qu'ils ont les mêmes coordonnées, bah, ces coordonnées deviennent au carré. Et donc, on a une somme de nombres positifs qui est clairement positif. Et ensuite, le caractère défini, qu'est-ce qu'il faut montrer? Donc, il faut montrer que ce même produit scalaire, s'il est nul, alors ça implique que le vecteur x est nul. Donc le caractère défini, je vais peut-être le repréciser, on va le faire une fois très rigoureusement. Donc c'est que le produit scalaire de x avec lui-même est nul si et seulement si x est le vecteur nul. Donc ici, dans E, donc c'est-à-dire le vecteur nul de Mn1 de R, donc c'est-à-dire le vecteur colonne de taille n. Le vecteur nul de taille n. Ok, donc le produit scalaire nul, on a vu que du coup c'était la somme des coefficients au carré qui était nulle. Et ensuite, en fait, comme les xi au carré, ce sont des nombres qui sont positifs, alors en fait, on peut montrer, enfin même si on veut, on peut se faire un petit raisonnement par l'absurde, mais en fait, ça implique automatiquement que tous les nombres xi au carré sont nuls. Donc ça, c'est valable bien évidemment pour tout i dans un n. Hein. Et donc, un nombre au carré nul, bah, ça implique que ce nombre lui-même est nul. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, du coup, toutes les coordonnées du vecteur x sont nulles, donc x est le vecteur nul. Et inversement, en fait, donc ça, en fait, ça serait le sens direct, et le sens réciproque, ça serait, le sens réciproque, ça serait si x est nul, alors en fait, on réalise le produit scalaire du vecteur nul avec le vecteur nul, sauf que le vecteur nul possède tous des coordonnées qui sont nulles, donc c'est-à-dire qu'on somme en fait que des zéros au carré, c'est-à-dire 0. Donc on voit que bah, c'est assez immédiat. Et donc en fait, dans la pratique, en fait, on montrera uniquement que ce sens-là, et même à l'écrit, si vous voulez, ça suffit sans forcément passer par double implication. Mais bon, après, ça manque, c'est pas un surplus de rigueur de le mettre, parce que souvent, de toute façon, à l'écrit, on ne demande qu'une fois de montrer que c'est un produit scalaire. Donc pourquoi pas le mettre une fois. Donc on va regarder un deuxième exemple maintenant sur un produit scalaire défini avec des polynômes cette fois-ci. Voilà, donc on va essayer de regarder un petit peu voilà, tout type d'objets différents. Donc, enfin quelques-uns, on va pas tout faire, voilà, c'est juste pour avoir des exemples un petit peu d'application directe en fait un peu du cours. Alors, donc la linéarité, typiquement ici on va pas le faire, parce qu'on va prendre deux polynômes, voilà en fait, on va utiliser la distributivité entre P1, par exemple le polynôme P1 plus lambda P2 et Q, et utiliser la linéarité de la somme, c'est ok. Le caractère symétrique de la même façon, en fait, P2K et Q2K, ce sont des nombres, donc des réels, ici en l'occurrence, qui sont forcément commutatifs, et donc le produit scalaire va forcément être symétrique. Donc bilinéaire. Et ici, en fait, on va regarder uniquement le troisième point, par exemple, la positivité.
La positivité, en fait, donc on va prendre juste le produit scalaire de P avec lui-même, et donc ça va nous donner la somme des P au carré de K, qui est en fait clairement positif parce qu'on a une somme de nombres positifs, donc positif. Et le caractère défini, alors là, en fait, vous allez me dire que c'est un peu les mêmes arguments que tout à l'heure. Alors, je suis d'accord, sauf qu'il faut faire attention parce qu'ici, on a des objets qui sont des polynômes. Donc, en fait, on arrive de la même façon au fait que P de K est nul, mais sauf, en fait, ça, c'est valable pour tout K dans un N. Dans 0N, d'ailleurs, pardon. Voilà, parce qu'en fait, on a du coup la somme du dessus qui est nulle, donc ça implique que les nombres, étant donné qu'ils sont positifs, sont nuls également. Et donc, vu qu'on a des carrés, ça veut dire que c'est les P de K qui sont nuls, et ce pour tout K dans 0N. Or, en fait, on sait que le degré de P, il est inférieur ou égal à N par définition, car étant donné que l'espace vectoriel considéré, c'est Rn crochet X. Or, ici, on a montré que P, en fait, K est racine de P, en fait. Sauf que K, il prend des valeurs de 0 jusqu'à N, donc c'est-à-dire, en fait, que P, il a N plus une racine. Et donc, P qui a N plus une racine, et qui est de degré inférieur à N, le seul polynôme qui a plus de racines que son degré, c'est le polynôme nul. Et donc, on a bien montré que P égale à 0, et c'est ça qu'il faut montrer, et pas uniquement P de K égale à 0. Voilà, donc le sens réciproque est assez évident. Si on a le polynôme nul, en l'évaluant en K, il reste toujours nul. On a une somme de carré qui est nulle, enfin une somme de 0 au carré qui égale bien 0. Donc voilà, donc vous voyez qu'en fait, par exemple, dans le cas des objets des polynômes, en fait, là où on vous attend, notamment, c'est sur le caractère défini, même la positivité, qui sont en fait deux points où il faut vraiment, typiquement sur les polynômes, bien utiliser les arguments que vous avez vus sur tout le chapitre polynôme et ne pas conclure trop vite. Voilà. Ok, typiquement, il y a aussi pareil la même chose avec les intégrales. Lorsqu'on a une intégrale d'une intégrante positive qui est nulle, alors ça implique que l'intégrante est nulle. Voilà, ce théorème n'a pas forcément de nom, mais pareil, c'est un truc important à avoir. Ensuite, le dernier point, on va prendre le produit scalaire, donc le dernier exemple plutôt, on va prendre le produit scalaire de deux matrices qui renvoient la trace de la transposée de A avec B, avec A et B du coup, qui sont définies dans Mn de R, donc deux matrices carrées. Donc là, on va vérifier donc, la linéarité de la même manière. On va utiliser ici la linéarité de la transposée plus la linéarité de la trace. Voilà. Donc tout ce qui a en fait application définie par rapport à la trace, à une intégrale, à une somme, ou à une dérivée encore, etc., etc. En fait, tout ça, ce sont des opérateurs qui de base sont linéaires. Donc forcément, le produit scalaire va bien se comporter face à ce genre d'opérateur. Donc la linéarité, en fait, c'est assez évident à montrer. Donc par contre, on va montrer le point là qui est la symétrie. Pourquoi? Parce qu'en fait, typiquement, là, en fait, il faut connaître les propriétés de la trace. Donc la symétrie, donc on va partir de produit scalaire de B avec A, par exemple. On n'est pas, enfin, peu importe là où on parle, l'idée c'est juste de montrer que on a bien le produit scalaire où les objets inversent les rôles. Et donc, on sait que la trace du coup d'une matrice, c'est également la trace de la transposée de cette matrice, étant donné que vu qu'on somme uniquement les coefficients matriciels, diagonaux, pardon, les coefficients diagonaux de matrice, en fait, la diagonale d'une matrice transposée et de sa matrice elle-même ne change pas. Donc là, on peut utiliser les propriétés de la transposée, donc ça donne la transposée de A fois la transposée de B transposée, donc c'est-à-dire B. Et donc au final, ça c'est quoi? C'est uniquement le produit scalaire de A avec B. Donc au final, le produit scalaire est même bilinéaire. Et donc maintenant, on va regarder la positivité. Et en fait, là, typiquement, ça va être un exemple où là, ça va pas se comporter pareil. Pourquoi? Parce que la positivité, donc on va prendre A, une matrice de Mn de R, qui renvoie la trace de la transposée de A fois A. Sauf que là, en fait, pour dire que c'est positif, on ne le voit pas du tout. Alors pour ça, en fait, il faut vous passer d'un point de vue coefficient matriciel, et donc partir de la définition de la trace. Donc, alors pardon, la trace, c'est la somme des coefficients diagonaux, donc c'est-à-dire la somme pour i allant de 1 jusqu'à n de la matrice ATA des coefficients II. Voilà, sauf que là, on peut toujours pas dire que c'est positif. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la définition du produit matriciel. Alors, du produit matriciel uniquement pour les coefficients diagonaux, bien sûr. Donc, c'est pas la formule la plus générale. Et ici, on a des matrices carrées. Donc, c'est la somme pour k allant de 1 jusqu'à n. 1, j'ai dit, pardon, excuse-moi. Des A I
K transposé, pardon, la transposée, je vais mettre là, fois le coefficient AKI. Donc les coefficients matriciels, d'ailleurs, je les note entre crochets. Voilà. On peut voir aussi la notation comme ça. Je pourrais peut-être des fois changer, mais peu importe. L'idée, c'est d'être à l'aise un petit peu avec tout type de notation. Et donc, par définition, en fait, de la transposée d'une matrice, en fait, c'est le coefficient en fait, de la ligne I et de la colonne K, bah, c'est le coefficient de la ligne K et de la colonne I. Donc, c'est-à-dire le coefficient KI de A fois le coefficient en fait KI de A, et en fait c'est la même chose, donc c'est-à-dire que c'est la somme pour k de 1 jusqu'à n des A KI au carré. Et en fait là on commence un peu à voir la positivité, mais attention, nous ce qu'on regarde c'est la trace de tout ça, donc en fait la trace de ATA, donc c'est-à-dire en fait le produit scalaire de A par 1, donc ça c'est base on est parti de là, en fait c'est la somme des coefficients diagonaux, donc pour i allant de 1 jusqu'à n, de la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des AKI au carré. Et donc, on a une somme de sommes, en fait, on a une double somme de nombres positifs, donc qui reste positif. Et donc, le caractère défini, voilà, c'était le point 4. Le caractère défini, on va regarder du coup le produit scalaire nul. Et donc, en fait, on va reprendre cette expression. Et mais de la même manière que la dernière fois, en fait, ça implique que les coefficients, en fait, vu qu'ils sont positifs et que le résultat est nul, bah alors tous les coefficients sont nuls, et ce en fait pour toute valeur de i et k dans un n. Les AKI en fait sont nuls. Et donc en fait, bah, c'est l'ensemble uniquement, enfin c'est en fait l'intégralité des coefficients matriciels de la matrice, donc en fait c'est-à-dire que la matrice A est nulle. Et donc inversement, bien évidemment, si la matrice nulle, elle remplit bien que la trace de la matrice nulle c'est bien 0, donc il n'y a pas de souci sur le sens réciproque toujours, voilà pour vous montrer qu'il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez que du coup, bah là, le point 3 et 4 sont plus subtils. Et donc, il faut donc passer ici d'un point de vue coefficient matriciel pour arriver à conclure. Et donc, il faut bien être à l'aise, typiquement, bah, sur les manipulations des coefficients matriciels, de la définition de la trace d'un point de vue coefficient matriciel, etc., etc. Donc, vous voyez qu'en fait, ça mobilise les produits scalaires, en fait, pas mal de notions sur tout ce qui est, par exemple, calcul matriciel, polynôme ou encore intégrale, avec, par exemple, le théorème où si on a l'intégrale d'une intégrande positive qui est nulle, bah, ça implique que l'intégrande est nulle. Un peu en fait, c'est exactement l'équivalent du cas discret en fait de cette propriété là qu'on a mis en fait avec par exemple pour les polynômes, mais ça marche en fait pour tout type d'objet. Ok. Maintenant, en fait, ici, ce qu'on fait, c'est que on va maintenant définir ce que c'est un espace euclidien, parce que quand même, on est dans le chapitre espace euclidien. Donc, la définition d'un espace euclidien, c'est quoi? En fait, c'est un espace euclidien, c'est un. Donc, je vais noter du coup. Donc, E, donc en fait, un espace euclidien, excusez-moi, ça va être un espace vectoriel réel, donc ça c'est bien important, de dimension finie, donc pareil, ça c'est bien important, muni d'un produit scalaire. Alors, donc mettons l'accent sur réel dans un premier temps. Alors, donc on considère du coup un R espace vectoriel. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, donc c'est associé à euclidien, et si en fait il est complexe, on parle plutôt d'espace de Hilbert, et en fait ce sont en fait des propriétés pour un produit scalaire différent, ou lorsqu'il est complexe, en fait les propriétés, en fait typiquement la propriété de linéarité à gauche, on sera pas linéaire, en fait on parle de presque linéarité, parce qu'en fait il y aura des complexes conjugués du coup, et la symétrie, en fait il y aura une barre ici de conjugués, mais en fait en classe préparatoire on regarde pas les C espaces vectoriels munis d'un produit scalaire. On regarde potentiellement des C espaces vectoriels parfois, mais pas munis forcément d'un produit scalaire. Donc après ça peut arriver dans certains contextes assez rares, mais voilà, ici on regarde uniquement les espaces vectoriels réels.
voilà, il est de dimension finie et du coup, il est muni du produit scalaire, d'un produit scalaire et donc en fait, ici, on note en fait typiquement, l'ensemble pardon, on note l'ensemble en fait E avec le produit scalaire de, enfin muni de son produit scalaire qui est en fait l'espace euclidien. Alors, à noter qu'en fait si, en fait E si E en fait, est de dimension infinie, donc je le note comme ça, en fait on parle d'espace pré-hilbertien. Voilà, donc en fait un espace pré-hilbertien de dimension finie, en fait un espace pré-hilbertien qui est de dimension finie, en fait c'est un espace euclidien. Voilà. Donc c'est un petit peu paradoxal de dire pré-hilbertien de dimension finie, parce que pré-hilbertien c'est dimension infinie, mais il faut bien du coup avoir conscience des définitions. Un espace euclidien, c'est un R espace vectoriel de dimension finie, muni de son produit scalaire, et dans le cas où E est de dimension infinie, on parle d'espace pré-hilbertien. Ok, et donc on va finir par la dernière définition d'une norme en fait. La définition d'une norme, ça va être quoi? En fait, donc pour tout x en fait, donc pour tout vecteur dans cet espace euclidien, en fait, on peut définir du coup une norme en posant la norme de x qui est la racine carrée de ce produit scalaire. Voilà. Alors, on va pas forcément épiloguer un petit peu sur la définition d'une norme avec les 4 points qu'elle doit vérifier. Donc il y a des similitudes avec le produit scalaire, mais c'est un petit peu différent. On verra ça lorsque l'on va traiter donc on verra ça pardon lorsqu'on va traiter donc on va pas épiloguer voilà, sur les propriétés de la norme. On verra ça une fois qu'on va voir les espaces vectoriels normés. Alors, on va pas épiloguer du coup sur la définition d'une norme et les 4 points qu'elle doit vérifier. Il y a des similitudes avec le produit scalaire, mais on verra ça en fait dans le cas des espaces vectoriels normés. Ici, du coup, en fait, il y a une chose à remarquer, c'est lorsque l'on définit en fait un produit scalaire, on peut définir une norme. Mais par contre, une norme ne définit pas forcément un produit scalaire. Typiquement, c'est le cas des exemples. Par exemple, si je définis l'application phi qui à x, y, je sais pas, défini, est égal en fait au maximum en valeur absolue de x, y, pour, je sais pas, x, y par exemple, disons allez, deux vecteurs de R3, en fait ça ne définit pas un produit scalaire, en effet, parce que il ne vérifie pas en fait la linéarité par exemple. Et donc ça en fait on va voir que c'est bien une norme mais pas forcément un produit scalaire. Donc il faut bien avoir conscience, donc produit scalaire, donc je note PS, implique forcément une norme, mais la réciproque est fausse. Voilà. Donc on a fini un petit peu, on a posé les bases un peu des euclidiens sur les objets qu'on utilisera. Ensuite, on va parler justement un petit peu plus d'un point de vue, donc on va un petit peu travailler sur les calculs de normes, avec les identités remarquables de polarisation, des choses comme ça, avec le théorème de Pythagore aussi, en dimension n du coup, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, triangulaire, on va parler un petit peu d'orthogonalité, et donc voilà.